Voici une petite explication du cours sur les formes et sources d'énergie. On a déjà vu auparavant les différentes formes d'énergie qui existaient, donc par exemple l'énergie électrique, l'énergie mécanique, l'énergie potentielle, etc. Donc on va les revoir en détail et voir les différents calculs qui peuvent être associés à ces énergies. Tout d'abord, une définition de l'énergie. Qu'est-ce que l'énergie? C'est un système qui possède de l'énergie et qui est capable de produire quelque chose. L'énergie se présente sous plusieurs formes, les différentes formes que l'on a vues. On va, par exemple, comme type d'énergie, l'énergie d'un moteur qui est produit par le mouvement d'un tracteur. L'énergie mécanique. Toutes les énergies vont être exprimées en joules, avec le symbole J. Donc, quand on aura une mesure en joules, on verra par exemple apparaître 450 J pour 450 joules. Premier type d'énergie que nous allons étudier, l'énergie électrique. L'énergie électrique est due à la circulation d'un courant continu ou alternatif à travers un circuit électrique fermé. Cette forme d'énergie est consommée par l'habitat, les transports, les industries et l'agriculture. Alors, on pourra la noter en joules, mais la plupart du temps, cette énergie électrique, on va la voir apparaître en kilowattheure. Donc, les joules et les kilowattheures vont être deux formes d'énergie, deux formes de mesure d'énergie possibles. Autre forme d'énergie, l'énergie thermique. L'énergie thermique ou chaleur se manifeste par un changement de température ou un changement d'état. La température d'un corps de masse petit m est modifiée de θ1 à θ2. Donc les petits symboles que vous voyez ici, ça s'appelle θ, ce sont des symboles grecs. Donc θ va représenter tout simplement la température. On n'utilisera pas grand T pour la température car c'est déjà un symbole utilisé en physique pour autre chose. Donc on utilisera θ qui commence par T aussi, mais qui est le T grec. Donc θ1 représentera la plus petite température et θ2 la plus forte. La quantité de chaleur qui va être nommée grand Q échangée vaut la formule suivante. Donc Q, la chaleur échangée, va être égale à la masse de l'élément qui va être en kilogrammes. La chaleur au départ échangée, la quantité de chaleur sera en joules. C'est une énergie, donc elle est forcément en joules. Donc on l'obtiendra en multipliant la masse en kilogrammes. Très important, si vous avez des calculs à faire dans vos exercices, il faut absolument convertir les masses des différents éléments que vous aurez en kilogrammes, si jamais on vous les donne en grammes. Très important pour que le calcul après soit juste. Petit c, la capacité thermique du corps que l'on va avoir, donc c'est un élément qu'on vous donnera. Et puis on multipliera ça par les deux températures qui sont soustraites, c'est-à-dire la température la plus haute moins la température la plus basse, dans ce calcul qui sont donc en degrés. C'est une formule en général qu'on vous donnera dans les exercices, elle n'est pas à apprendre par cœur. Autre petit élément important ici sur la capacité thermique d'un corps, par exemple, elle est en joules par kilogramme par degré. C'est ce que ça veut dire les petits moins 1 que vous avez ici après le kilogramme et après la température. On pourrait aussi l'écrire comme ceci, peut-être une formule, une façon d'écrire que vous connaissez mieux, donc qui va être joule par kilogramme par degré Celsius. Ça s'écrit, on le verra dans d'autres formules de calcul aussi, kilogramme moins 1 par température moins 1. Ça s'écrit aussi sur cette forme-là, que l'on verra régulièrement. Donc, petite remarque, petit c donc, désigne la capacité thermique du corps, comme on l'avait dit auparavant. Et les formules ne sont pas à connaître, hein. Il faut juste savoir les appliquer. C'est-à-dire, il faut savoir remplacer le petit m par la mesure de masse qu'on vous donne, remplacer le petit c par l'élément c qu'on vous donnera, et puis remplacer θ2 et θ1 par les deux températures que l'on vous donnera aussi. Au niveau de l'énergie thermique, on va pouvoir mettre en application ce calcul pour voir comment ça se passe, avec un petit problème pour essayer. Par exemple, dans le cas de la stérilisation du lait. Comment on va stériliser du lait? Qu'est-ce qui se passe? Quelle quantité de chaleur
va être échangé au niveau de la stérilisation du lait. Petit aparté aussi, vous aviez ici, le saviez-vous, thermos signifie chaud en grec, encore du grec. C'est pour ça que thermos, thermique, on va reprendre ce terme-là pour parler de chaleur. Alors, le petit exercice que l'on vous a donné dans le cours, il s'agit d'un échantillon de lait. Entre parenthèses, on vous donne sa masse, petit m, ici, qui est égal à 2 kg. Donc, c'est déjà en kilos, puisqu'on doit avoir ici un élément en kilos. Super, on n'a pas besoin de modifier la mesure. On vous donne petit c, la capacité thermique du corps, qui est à 4180 joules par kilogramme par degré. Et on vous dit que cet échantillon de lait est chauffé de 20 degrés à 140 degrés. Donc, on notera 20 degrés, ça sera θ1, et 140 degrés, ce sera θ2. Ceci afin d'être stérilisé. Donc, on vous indique DOC 1 donc pour la stérilisation du lait. C'est juste un exemple. La quantité d'énergie thermique qui lui est fournie va donc être égale à Q égale, on prend cette formule-là. Donc, quand on fait un exercice, on réécrit bien la formule avant de faire le calcul. On réécrira, si on vous demande de chercher la quantité d'énergie thermique qui est fournie, vous ferez Q égale petit m fois C fois, entre parenthèses, θ2 moins θ1, entre parenthèses. Et donc, ça donnera ce calcul-là. On remplacera les différents éléments. Alors, avant de montrer en détail ce calcul, on va voir les étapes qu'il faut pour réaliser cet exercice. Donc, je vous montre quelles étapes il faut faire. D'abord, on va noter tous les éléments que l'on a, qui nous sont donnés ici, dans l'énoncé, ici, dans l'exercice. Premièrement, je note tous les éléments. Donc, on m'a donné dans l'énoncé petit m égale 2 kg. C'est comme ça que vous devrez procéder pour faire vos exercices. Ça évitera que vous soyez perdu. Vous aurez plein d'informations à lire. Donc, reprenez juste l'essentiel que vous notez sur votre feuille pour être sûr de ne rien oublier et de facilement réaliser votre calcul. Et ça vous permettra de voir aussi si, par exemple, les unités de mesure sont correctes, s'il n'y a pas besoin de faire des conversions de mesure. Par exemple, si on vous donnait des grammes, il faudra les transformer en kilogrammes. Donc, dans l'exercice, on vous donnait petit m égale 2 kg, petit c 4180 joules par kilo par degré, θ1, donc la température au départ était donc de 20 degrés. Donc là, à vous de la noter θ1, elle ne l'est pas notée comme ça dans l'énoncé, donc égale 20 degrés. Et θ2, 140 degrés, pour pouvoir utiliser cette formule de calcul. On va donc avoir Q, grand Q, qui va être égal à 2, qui sont donc les 2 kg que l'on a ici, multiplié par, on va chercher petit c qui est là, 4180, fois le θ2 qui va donc être celui-ci, le plus grand chiffre, 140, moins 20, qui va être le θ1 d'ici, que l'on a noté ici, 20 degrés. On obtiendra un résultat assez grand, toujours en joules. On a bien noté ici que Q est en joules. 1 3200 joules. Le chiffre étant grand, on va essayer de convertir cette mesure en kilojoules. Donc pour ceci, on va diviser par 1000, c'est-à-dire qu'on va déplacer la virgule de 3 unités pour arriver jusqu'ici. Quand on divise par 1000, c'est ce qu'on fait, puisque les kilos sont 1000 fois plus grands que les joules. Donc, on va diviser par 1000. Donc, 1003,2 kilojoules. Donc, dans tous vos exercices, vous aurez à faire cette conversion en kilojoules quand le chiffre atteint au moins 1000. Autre type d'énergie, l'énergie rayonnante. Donc, c'est une énergie qui est, on dit, rayonnante ou lumineuse, puisqu'elle est transportée par la lumière. Dans cette énergie rayonnante, on va avoir la lumière qui est donnée, transmise par le soleil, et puis tous les autres éléments rayonnants que l'on ne voit pas et qui sont dans cette lumière. On va avoir par exemple les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X, comme ici dans l'exemple, qui vont être utilisés par exemple pour faire des radiographies. On peut avoir aussi les rayons gamma, qui eux
sont utilisés, par exemple, enfin, qui existent dans la nature hein, et que l'on va fabriquer quand on fabrique, par exemple, de l'énergie atomique. Donc, quand on va faire éclater les noyaux d'atomes, plusieurs types d'énergie rayonnante hein, qui sont visibles ou pas visibles. On va aussi avoir l'énergie chimique, donc qui, elle, est contenue dans les liaisons entre les ions et entre les atomes dans des molécules ou entre molécules. L'énergie chimique est indispensable à la vie des êtres vivants. Donc, c'est ce qu'on a vu en chimie. Hein, tous les éléments chimiques que vous avez vont être reliés entre eux par des liaisons covalentes qui vont bouger ou pas en fonction hein, de l'association des éléments chimiques entre eux. Autre forme d'énergie, l'énergie nucléaire, à ne pas confondre avec l'énergie rayonnante. L'énergie nucléaire est contenue dans les noyaux atomiques. C'est l'énergie qui va être produite lorsque un noyau réactif, un noyau radioactif se désintègre ou bien quand deux noyaux fusionnent, l'énergie libérée est considérable. Tout à l'heure, je vous ai parlé des rayons gamma comme énergie rayonnante. C'est ce qui va résulter de la fabrication de cette énergie nucléaire. Il va se produire pendant cette réaction l'apparition de rayons gamma. Mais il faut bien dissocier les rayons gamma de l'énergie que vont avoir la désintégration ou la fusion des atomes, des noyaux d'atomes. Donc ça, c'est l'énergie nucléaire. C'est l'énergie qui est la plus forte, hein, la plus importante qui existe. L'énergie mécanique, autre forme d'énergie, elle peut être liée à la vitesse d'un corps, que l'on va appeler du coup cette énergie cinétique. Donc dès qu'il s'agit de vitesse, c'est énergie cinétique. Et ça peut être aussi lié à sa position, c'est-à-dire où se trouve un élément, quelle énergie potentielle elle va avoir. L'énergie cinétique, tout d'abord, pour commencer, on va noter grand E, sin, CIN en petit. Donc l'énergie cinétique d'un corps a pour expression cette formule-là. C'est aussi une formule hein, que l'on vous donnera si vous en avez besoin. Donc l'énergie cinétique, ça va être égal à la moitié, donc 1/2, multiplié par la masse, petit m, fois la vitesse au carré. L'énergie cinétique, hein, on a dit que c'était lié ici à la vitesse. Donc forcément, on va avoir la vitesse qui va apparaître dans la formule de calcul. On va détailler un petit peu cette formule. Donc l'énergie cinétique ici va s'exprimer en joules, comme toutes les énergies. La masse, ça va donc être la masse du corps qui va se mettre potentiellement en mouvement, donc qui va être en kilogrammes, et la vitesse, qui va être la vitesse du corps et qui va se mesurer en mètres par seconde. Donc attention, si jamais vous aviez des kilomètres en termes de distance, par exemple, il faudra absolument les convertir en mètres. Et pareil pour le temps, si le temps vous est donné en minutes ou en heures, il va falloir le convertir en secondes. Donc là, on va avoir dans ce cas-là la vitesse au carré. Donc c'est la vitesse fois la vitesse. Maintenant, cas de l'énergie potentielle de pesanteur, donc on appelle énergie, on va noter grand E, POT, pour potentiel. Elle va avoir un impact sur la masse de l'objet et sur la pesanteur. Petit g, c'est la pesanteur, c'est-à-dire son poids. Pourquoi son poids? Hop, donc, par exemple, le cas d'une cascade, l'énergie potentielle de cette cascade, ça va être l'énergie que va avoir cette eau quand elle va chuter. Et donc, on va mesurer la potentialité d'énergie qu'il va y avoir avec cette chute d'eau. Donc, forcément, on va tenir compte aussi de la hauteur de ce corps qui va tomber. Donc, on va avoir petit h. On parlait juste avant du poids, ici, le poids de l'objet qui va être en mouvement. La formule du poids, c'est grand P, qui est égal à petit m fois g. Donc, le poids se note P. Attention à ne pas confondre le poids et la masse. La masse, c'est ce qui constitue un objet et ça ne varie jamais, que l'on se trouve sur la Lune ou sur la Terre.
et cette masse sera exprimée en kilogrammes. On le voit juste en dessous. Hop, ici avec ma petite flèche. Voilà, la masse s'exprime en kilogrammes. Le poids, lui, ça va être en lien avec la pesanteur, c'est-à-dire l'endroit où on se trouve. Si on est sur la Terre ou sur la Lune, nous n'aurons pas le même poids. Et ce poids ne se note pas en kilos, mais en newtons, puisque c'est le savant Newton qui a découvert cette notion de pesanteur. Donc attention, quand on vous demande le poids, jamais en kilogrammes, toujours en newtons. Et puis le petit g dans la formule, ça correspond donc à la pesanteur qui, lui, va être mesurée en newtons par kilo. Si on veut calculer maintenant l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie de ce mouvement qui va être produit, eh bien, l'énergie mécanique, ça va être la somme des deux énergies qu'on a vues précédemment, l'énergie cinétique, l'énergie de mouvement, plus l'énergie potentielle. On aura du coup l'énergie mécanique. Revenons-en à notre cascade. Nous n'avons pas vu comment on calculait l'énergie potentielle. On a vu l'énergie cinétique liée à la vitesse. L'énergie mécanique qui était donc l'addition de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Mais on n'a pas vu l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, c'est donc l'énergie qu'un corps peut avoir par rapport à sa masse et à sa hauteur. Donc la formule va être grand E potentiel, alors toujours unité de mesure en joules, évidemment, et ça va être égal à la masse, donc on va faire un rapport entre sa masse, la pesanteur, c'est-à-dire là où on se trouve, si c'est sur tout en haut d'une montagne, on va avoir une pesanteur moins importante, donc sur la Lune ou ailleurs, et grand A, petit h, pardon, qui va être la hauteur. Donc l'énergie potentielle se mesurera en joules, la masse toujours en kilogrammes, ça ne changera jamais dans tous les calculs. Petit g, la pesanteur en newton par kilogramme, qui peut se noter aussi grand N avec un slash et kilogramme. C'est exactement la même chose, c'est juste une autre façon de l'écrire. Et petit h, qui sera la hauteur ou la distance en mètres. Donc petit m pour mètre. On peut maintenant faire un bilan des différentes formes d'énergie que nous avons vues. Vous avez déjà eu ce schéma auparavant, mais on peut refaire un petit bilan. Donc, au niveau des énergies, nous avons un type d'énergie qui va être électrique, thermique. Nous avons vu aussi l'énergie chimique, l'énergie mécanique qui va se diviser en deux parties avec l'énergie potentielle liée à la position d'un corps, l'énergie cinétique liée à la vitesse d'un corps, l'énergie nucléaire et l'énergie rayonnante. Pour terminer, les différentes sources d'énergie que l'on a vues aussi précédemment, sur lesquelles vous avez travaillé, on a donc deux catégories de sources d'énergie, les non renouvelables, c'est-à-dire qui vont s'épuiser, car elles mettent des millions d'années à se reformer. Donc on pourrait dire qu'elles vont se régénérer, mais s'il faut attendre des millions d'années, on risque de ne plus être là et de ne plus en profiter. Et puis, il y a l'énergie renouvelable, la source d'énergie renouvelable, qui, elles, sont inépuisables pendant des milliards d'années ou se renouvellent en quelques dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir ces énergies au moins au bout de 10 ans. On a dans la première catégorie des non renouvelables tout ce qui va être énergie fossile. On avait vu avec le pétrole, le gaz et le charbon. Un autre type d'énergie fossile, mais que l'on va mettre du côté des énergies radioactives, donc avec l'uranium, qui va donc être cette fameuse source d'énergie radioactive. Dans les énergies renouvelables, on va avoir l'eau, le vent, le soleil, la biomasse, qui va être tout ce qui est déchets verts, bois, déchets ménagers, déchets de l'agriculture, où on va pouvoir utiliser par exemple la méthanisation. Et on a une dernière catégorie à la fin qui est la géothermie, qui a été mise entre les deux, entre non renouvelables et renouvelables. On va dire que c'est renouvelable parce qu'on risque d'avoir la chaleur terrestre pendant très longtemps, effectivement, pendant des milliards d'années. Et on peut dire qu'elle est non renouvelable parce qu'au bout d'un certain temps, elle s'épuisera, mais c'est seulement au bout de milliards d'années. Donc on la positionne entre les deux.
pour indiquer que c'est renouvelable et non renouvelable à la fois.